Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition de 22 heures au programme ce soir. Le ministère de l'Intérieur, en partenariat avec l'OIM et l'Union européenne, a lancé un projet visant à appuyer les autorités et les acteurs non étatiques dans la gestion des migrations. Pendant ce temps, au Moyen-Orient, la situation à Gaza continue de s'aggraver. De nouvelles frappes israéliennes ont fait près de 1000 victimes en seulement 2 jours. Le ministère avant d'entamer cette édition, nous entamons donc cette édition avec ce soir à l'occasion du mois béni du Ramadan qui coïncide cette année avec la Journée internationale des droits des femmes. Le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, a organisé une cérémonie commémorative. Cet événement donc a rassemblé de nombreuses personnalités, dont la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, plusieurs de ses collègues ministres et donc des parlementaires, ainsi que l'ensemble des hauts responsables de l'UNFD, parmi lesquels la secrétaire générale de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Fatouma Moussa. Des associations de femmes djiboutiennes et des représentantes donc de la société civile ont également pris part à cette soirée placée sous le signe du partage et de la solidarité. Après le dîner, la secrétaire générale de l'UNFD, Mme Fatouma Moussa, a pris la parole pour souhaiter la bienvenue aux invités. Elle a également transmis les salutations de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Haïd, qui a généreusement offert ce dîner en l'honneur de cette célébration. Dans son allocution, la ministre de la Femme et de la Famille a rappelé que cette cérémonie coïncidait avec la célébration du 8 mars, la journée donc internationale des droits des femmes. Elle s'est dite heureuse de vivre ce moment de communion durant le mois béni du Ramadan, soulignant que cette période sacrée renforce les liens et encourage les valeurs de solidarité et d'unité. Discours et plus de détails de cet événement dans nos éditions de demain. Le ministère de l'Intérieur a organisé hier à l'hôtel Aïla une cérémonie officielle marquant le lancement du projet Soutien aux autorités djiboutiennes et aux acteurs non étatiques dans la gestion des flux migratoires, financé par l'Union européenne et mis en œuvre en partenariat avec l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM. Ce programme vise à renforcer les capacités des institutions nationales en matière de gestion des migrations. Située sur l'une des principales routes migratoires de la Corne de l'Afrique, la République de Djibouti fait face à d'importants défis en tant que pays de transit. À présent, écoutons un extrait de l'intervention de la chef de mission de l'OIM à Djibouti. Ce n'est pas juste un chiffre à mentionner. On sait que la partie plus importante de ce partenariat entre le gouvernement de Djibouti, l'Union européenne et l'OIM, c'est les vies qui ont été touchées par ces actions. Des vies des migrants, mais aussi des vies de la communauté haute. On sait très clairement qu'à Djibouti, on voit une tragédie humaine qui n'est pas connue dans le monde, dont le monde n'est pas au courant. Chaque fois qu'on partage les chiffres, chaque fois qu'on partage qu'à Djibouti, on voit des jeunes de 16 ans mourir de soif dans le désert, le monde n'est pas au courant. Et c'est ça qu'ensemble, ce partenariat nous aide aussi à donner de la visibilité dehors de Djibouti pour expliquer les défis et la tragédie humaine qu'on voit tous les jours. Et poursuivant avec le mot du coordinateur résident des Nations Unies à Djibouti, M. José Barahona. Aujourd'hui, on célèbre le commencement de notre projet de collaboration entre l'Union européenne et l'IOM, l'équipe des Nations Unies à Djibouti. Le projet a un nom un peu long, mais dans le nom long, il dit gestion des flux migratoires. Et vraiment, c'est ça que le projet aime à faire et la collaboration aime à faire, de gérer la migration qu'on a à travers de Djibouti et à Djibouti.
Parfois, il y a des personnes, comme Tania a dit, qui nous posent la question, est-ce que vous êtes à favor de la migration, vous êtes contre la migration? La migration, ce n'est pas une chose que nous sommes à favor ou contre. C'est une chose qui se passe, qu'on a fait depuis que l'être humain existe. Les projets qu'on commence aujourd'hui, et le travail qu'on continue à faire ensemble, l'Union européenne, les gouvernements et l'IOM et les Nations Unies, va nous aider à gérer toute cette situation. Et pas seulement pour gérer, mais pour faire que bénéficie à tout le monde, que bénéficie les migrants. Et nous écoutons cette fois-ci un extrait du discours de l'ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti, Madame Denisa Elena Lonet. Je pense que beaucoup de choses tellement pertinentes, tellement chargées d'émotions, mais aussi de volonté et d'esprit ont été dites jusqu'à maintenant. Elles font écho aussi à notre rencontre il y a une semaine dans un autre cadre, mais tout aussi significatif et tout aussi substantiel. Cette fois-ci, on est un peu plus dans l'action, si je peux me permettre. Dans l'action, je dirais, de continuation, mais aussi de renouvellement. En effet, c'est la continuation de l'engagement de l'Union européenne dans le domaine d'identification des solutions pérennes pour des populations hautes, réfugiés et migrants les plus vulnérables sur le territoire djiboutien, en commençant maintenant une nouvelle phase d'un projet qui a déjà fait ses preuves par le passé et que nous avons clôturé juste avant de signer cette continuation. C'est donc un lancement, c'est une continuation, mais aussi un lancement dans lequel nous nous appuierons bien sûr sur l'expérience acquise dans la première phase du projet, mais en même temps, l'Union européenne et tous ses partenaires sont bien conscients de l'ampleur du phénomène de migration, mais aussi de la haute prise de responsabilité des autorités djiboutiennes par rapport à ce phénomène et à ces processus que je souhaiterais saluer ainsi. Et pour clôturer cette série d'interventions, écoutons le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, M. Souleymane Momen Roble. C'est moi tout d'abord d'adresser mes sincères remerciements à nos partenaires pour leur appui technique et financier qu'ils apportent à la République de Djibouti dans l'amélioration de la gestion de la migration. À l'Union européenne en premier lieu, qui par son soutien constant participe financièrement pour la réalisation de plusieurs projets de soutien à la bonne gouvernance de la migration à Djibouti, et à l'OIM pour son expertise technique pour la mise en œuvre et la concrétisation de ces projets sur le terrain à travers des actions concrètes, ciblées et alignées sur nos priorités nationales. L'engagement de Djibouti en faveur des migrations sûres, ordonnées et régulières s'est concrétisé par l'adoption en 2018 du Pacte mondial pour des migrants et des réfugiés, et en 2022 par la voix du ministre de l'Intérieur une première déclaration relative au premier examen volontaire des progrès réalisés par Djibouti pour la bonne gouvernance de la migration a été prononcée devant l'Assemblée générale des Nations unies. Djibouti est signataire des conventions internationales fondamentales, telles que la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son protocole de 1967. Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images, l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine, Abdi Mahmoud Aïbé, a présenté hier ses lettres de créance au président centrafricain. Il devient ainsi le premier ambassadeur de Djibouti accrédité en République centrafricaine avec résidence à Addis Abeba. À cette occasion, il a transmis les salutations et les vœux de son homologue djiboutien Ismaël Omar Guelleh, ainsi que ses remerciements pour le soutien apporté à l'élection
de Mohamed Ali Youssouf à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Le président Touadéra a quant à lui félicité l'ambassadeur pour sa nomination et adressé ses salutations au président djiboutien. Autre information à Djibouti, une avancée médicale majeure vient d'être réalisée en collaboration avec l'ANPH, l'Agence nationale des personnes handicapées, et le CHU du Maroc. Les équipes spécialisées de l'hôpital militaire ont mené avec succès des opérations de greffe d'implants cochléaires sur 3 enfants djiboutiens, une prouesse qui marque un tournant dans la prise en charge des troubles auditifs dans le pays. Le médecin capitaine, donc Dr Abdi Okié, spécialiste en ORL à l'hôpital militaire de Djibouti et ancien étudiant de l'université de Djibouti, nous a détaillé le déroulement de ces interventions délicates réalisées au Maroc. Il a également annoncé qu'à terme, donc, ces opérations pourront être effectuées directement à Djibouti, à l'hôpital militaire. C'est donc une avancée qui permettra de renforcer l'offre de soins spécialisés et de limiter les évacuations médicales à l'étranger. Cet exploit donc témoigne de l'engagement des autorités djiboutiennes à développer les capacités médicales nationales et à offrir des traitements de pointe aux patients, renforçant ainsi la souveraineté sanitaire du pays. Écoutons à présent le médecin capitaine Dr Abdi Okié pour plus de précisions. C'est une pathologie qui est très fréquente. C'est quoi la surdité d'abord? C'est très important. C'est une question très pertinente. C'est quoi la surdité? La surdité, c'est une perte de l'audition. C'est-à-dire c'est une personne qui est sourde, qui n'entend rien et qui ne parle pas. La surdité qui atteint chez l'adulte et la surdité qui atteint chez l'enfant. Il faut savoir qu'il y a presque 2 enfants sur 1000 naissances par an dans le monde. La surdité chez l'enfant, c'est elle qui nous préoccupe, qui est aujourd'hui le centre d'intérêt qu'on doit parler, qu'on doit expliquer à la population. Il faut savoir qu'il y a des types de surdité. Il y a la surdité chez l'enfant qui est congénitale, que l'enfant naisse, et la surdité acquise, il est acquis dans les 2 premières années de vie. Cette surdité, elle est acquise à cause de quoi? Elle est acquise à cause d'une méningite, une infection néonatale, une infection périnatale. Ça sont tous des surdités qui vont engendrer après un handicap sensoriel chez l'enfant. Ce qui est très important, comment on peut dépister, comment on peut diagnostiquer ce problème qu'est la surdité chez l'enfant. Donc les diagnostics, on a ce qu'on appelle les potentiels évoqués auditifs disponibles à Djibouti. Il y a certaines batteries d'exploration otologique telles que l'audiométrie tonale et l'auto-émission acoustique qu'on doit diagnostiquer ces enfants. La surdité de transmission la plus fréquente chez l'enfant, c'est l'otite séromuqueuse. C'est une infection qui va handicaper l'enfant si on ne traite pas, et l'enfant va évoluer vers la surdité. Cette pathologie, qui est la surdité de perception, il y a 2 voies, 2 options. C'est l'appareillage auditif et l'implant cochléaire. C'est une oreille artificielle, on peut dire. C'est une oreille artificielle. Elle va jouer les 3 parties de l'oreille. L'oreille externe, c'est les microphones et l'antenne. L'oreille moyenne, c'est l'élément qui va faire la conduction. Et l'oreille interne, certains de nos enfants djiboutiens ont pu profiter de ce bijou technologique. Il y a presque un mois, nous avons sélectionné presque 4 patients djiboutiens venant des différentes régions de la République de Djibouti. Avec la collaboration de l'ANPH et la Fondation, nous avons pu tisser cette relation et avoir cette aide pour ces enfants et opérer au Maroc. Le 4e enfant, il s'agit d'un enfant qui était éligible pour la chirurgie et nous avons sélectionné 3 patients. En tant que médecin ORL, j'ai accompagné ces enfants au Maroc.
Ces 3 enfants, aujourd'hui, ils se portent bien. Dans 3 semaines, les experts marocains et l'expert de la société cochléaire, les firmes qui fabriquent les implants cochléaires, vont venir à Djibouti, vont activer. Et ça, c'est la plus importante pour nous, en tant que médecins, en tant que personnel soignant, en tant que parents. On sera très très contents. Pourquoi? Ce sera un enfant qui n'a jamais entendu. C'était un enfant qui était fermé dans le monde sonore. Et ça, il va découvrir les premiers bruits dans sa vie. Les 10 derniers jours du Ramadan sont les plus précieux de ce mois béni, marqué par une intensification de la prière et de l'adoration. C'est durant cette période que se trouve la nuit du destin, Laylat al-Qadr, une nuit dont la valeur spirituelle surpasse 1000 mois selon le Coran. Les érudits donc, du pays, dans une déclaration faite à la télévision nationale, ont rappelé l'importance de ces jours bénis. Ils ont encouragé les fidèles à multiplier les actes de dévotion et à se détourner des distractions mondaines donc, pour se rapprocher d'Allah. Un moment clé pour la purification des cœurs et la recherche de la miséricorde divine. Renforcement des capacités pour la transformation agricole. Ici à Djibouti, l'IGAD, en collaboration avec le gouvernement, la Commission de l'Union africaine et Academia 2063 a lancé une formation intensive sur les outils de collecte de données et la revue biennale du programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique. Cette initiative vise à renforcer les compétences des experts des États membres pour améliorer donc le suivi et la mise en œuvre du programme de développement de l'agriculture africaine. L'objectif, optimiser la planification agricole, accroître les investissements et renforcer la résilience des systèmes alimentaires face aux défis climatiques. La formation, animée par des spécialistes de la CUA et d'Academia 2063, réunit des experts régionaux et des représentants de l'IGAD. Un enjeu clé reste donc le renforcement des capacités des États membres pour assurer un rapport efficace dans le cadre du 5e rapport biennal de ce donc, programme. Lors de l'ouverture, le docteur Tabarik Mohamed Ismail, conseiller du ministre de l'Agriculture de Djibouti, a souligné l'importance stratégique donc, de ce programme, notamment dans le cadre de la déclaration de Kampala pour la période 2026-2035. Nous l'écoutons. Comme vous le savez, l'Union africaine a lancé en 2014 le programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique, PDDA, qui a été adopté comme cadre politique pour la monoformation agricole en Afrique. En 2014, lors de la 23e saison ordinaire de l'Union africaine à Malabo, les dirigeants africains ont renouvelé leur engagement en faveur de PDDA en adoptant la déclaration de Malabo sur la croissance de la transformation agricole accélérée pour la prospérité partagée et l'amélioration des moyens de subsistance. Le dirigeant africain se sont engagés à responsabiliser mutuellement les résultats des actions et ont convenu d'adopter le processus de revue biennale de progrès réalisé par les différents pays et les impératifs de souligner l'importance de laquelle lancée par l'Union africaine aux États membres pour mobiliser la capacité technique adéquate et accroître les investissements publics-privés et atteindre les engagements de PDDA Malabo d'ici 2025 et surtout de renforcer la capacité des équipes nationales de PDDA en mettant l'accent sur le système de collecte des données agricoles. Dans l'actualité également, ce matin, la salle de réunion du Conseil régional d'Arta a accueilli la première session ordinaire
de l'Assemblée régionale pour l'année 2025, présidée par le préfet d'Arta, Hassan Dabalé. Cette réunion s'est tenue en présence du président du conseil régional, Elmi Bouhgoudade, des élus locaux, des représentants des services déconcentrés, de la société civile, ainsi que des présidents des conseils de quartier. À l'ordre du jour, la présentation du bilan des réalisations de l'année écoulée et les projets en perspective pour 2025. Au cours de cette session, plusieurs projets clés ont été examinés et adoptés, notamment le renforcement de la gestion des déchets ménagers dans la ville d'Arta. Prenons la parole, le préfet de la ville d'Arta, Hassan Dabalé, a souligné l'importance de cette session pour le développement régional. Nous l'écoutons. C'est un grand jour pour la région d'Arta, parce que là, on est en train de créer une agence de la voirie. Et il y a, ce qui est bien, il y a plusieurs ministères qui interviennent dans ce projet. Maintenant, avant, comme le disait le président du conseil régional, la voirie était gérée par le préfet. Et il y a eu transfert de compétences. Je suis sous le contrôle du juriste, mais il y a eu transfert de compétences en 2008. Ensuite, par manque de moyens et par manque de moyens concomitants, donc la voirie était sous le... c'est vrai, il y avait un camion, les préfets et puis quelques main-d'œuvre, donc collecteurs. Donc tout cela, ici, à la passation, se faisait bien. Donc, mais le moyen matériel, au fil du temps, pour toutes les régions, comme vous pouvez constater, tous les pays ont ces problèmes, et les camions étaient récupérés au sein de Djibouti. Donc, à ce moment-là, les matériels roulants avaient des difficultés. Donc, le préfet, parce que comme c'est les représentants de l'État, ils ne pouvaient pas fermer les yeux sur ça. Et puis, nous avons loué des camions qui travaillent à Arta. Et il n'y a pas de problème. Et nous travaillons aussi avec des fois des femmes leaders des quartiers et l'UNFD qui, au passage, je remercie vraiment ces femmes qui, nuit et jour, ont travaillé à mes côtés malgré leurs obligations professionnelles. L'agence de la voirie, comme celui d'Ali Sabié, va être créée à Arta. Ça ne veut pas dire que ça va être dans les locaux du conseil régional, mais ça va aussi partir et ça va travailler avec la société civile. Dans l'actualité hors de nos frontières, les frappes israéliennes sur Gaza ont fait 970 morts en 2 jours, portant le bilan total à plus de 49 500 victimes. Depuis le 7 octobre, selon le ministère de la Santé, le Hamas appelle la communauté internationale à exiger un cessez-le-feu alors que les bombardements israéliens se poursuivent à Khan Younes et dans le nord de Gaza. Le Premier ministre israélien affirme que les frappes ne font que commencer, tandis que son gouvernement réintègre le ministre de la Sécurité nationale qui, ce dernier s'était opposé, on le rappelle, à la trêve de janvier et plaide pour une offensive accrue contre le Hamas. Et la Palestine qui réclame des sanctions contre Israël, le représentant palestinien auprès de la Ligue arabe a appelé à des sanctions contre Israël après les frappes qui ont tué plus de 430 Palestiniens en 2 jours. Il a évoqué des mesures économiques et politiques pour empêcher l'expansion israélienne et le déplacement des Palestiniens. Le ministère de la Santé palestinien a fait état de 436 morts, dont 183 enfants et 94 femmes, ainsi que 678 blessés depuis mardi. Et dans un tout autre registre, place
Place désormais au sport avec le Safari Rally 2025 au Kenya. Les pilotes du championnat du monde des rallyes ont pris part au shakedown avant le coup d'envoi du Safari Rally du Kenya qui a débuté aujourd'hui. Eh bien, le Finlandais Kalle Rovanperä a réalisé le meilleur temps de cette séance d'essai, suivi du Belge Thierry Neuville. La course se déroulera jusqu'au 23 mars avec 21 spéciales au programme sur près de 385 km à travers les paysages spectaculaires du Kenya. Considéré comme l'un des rallyes les plus exigeants du championnat, le Safari Rally célèbre cette année sa 5e édition depuis son retour au plus haut niveau mondial. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure pour un nouveau rendez-vous de l'information. Excellente soirée à tous.